chers amis internautes, bonsoir. Le voile de la supercherie se déchire lentement mais sûrement. Avec Klimarnak, mon invité de ce soir, Jean-Michel Jacquemart-Rafestin, présente un essai critique sur la question du changement climatique et la manière dont ce sujet est traité dans les médias et la politique. Le livre remet en question les discours dominants sur le réchauffement climatique et notamment l'idée que l'activité humaine en serait la cause principale. Bonsoir Jean-Michel Jacquemart-Rafestin. Merci de me recevoir. Bonsoir Jean-Michel. Merci d'être là, merci d'autant plus que pour toi il est très très tard puisque tu es loin d'autres cieux, tu as 3-4 heures de décalage, c'est ça? Oui, 3 heures d'avance. Un grand merci. Alors, ton livre Klimarnak, que voici, est le premier tome d'une nouvelle trilogie. Et ton objectif déclaré est d'inciter les lecteurs à se réveiller face à ce que tu considères comme une tyrannie imposée par les discours climatiques actuels. En fait, tu t'attaques à un récit global de société et tu rejettes les objectifs climatiques globaux contraignants, la gouvernance supranationale, les politiques fondées sur la peur, les restrictions de liberté justifiées par le climat, soi-disant, et la moralisation des comportements individuels. Alors, dès le début du livre, page 43 exactement, tu annonces la couleur. Le changement climatique est l'excuse de supprimer tous nos droits et libertés, ainsi que toute la vie privée et les biens privés de l'humanité. Et ensuite, en te référant à Paul Watson sur l'avenir des océans, tu nous dis que l'écologie consiste donc à protéger l'humanité de sa propre folie. Alors, tu abordes l'histoire du climat de la Terre sur des centaines de milliers d'années, en soulignant que les variations ont eu lieu bien avant l'apparition de l'homme. Et c'est le but de ton livre, hein, de dire que bien sûr, rien de nouveau sous le soleil. L'Antarctique et l'Arctique ont connu des périodes sans glace, avec une végétation bien présente. Alors Jean-Michel, attaquons tout de suite, si tu veux bien, avec l'actualité brûlante d'hier, à savoir le sujet du Groenland. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais Donald Trump, hier à Davos, s'est montré très autoritaire, voire menaçant, s'il n'obtient pas l'achat du Groenland. Il est arrivé avec une délégation de 300 membres de son administration. Mais comment peut-on imaginer pouvoir acheter un pays ? Déjà parce que les États-Unis ont racheté l'Alaska en 1867. Ça paraît tout nouveau pour nos médias. Faut savoir que ça fait 150 ans que tous les présidents américains veulent racheter le Groenland. Andrew Johnson, pardon, voulait déjà le racheter en 1867, juste après avoir acheté l'Alaska. En 1946, c'est Truman qui proposait 100 millions or pour le racheter. Donc c'est pas nouveau. C'est Donald Trump a officialisé seulement ce que tous les présidents américains parlaient entre eux. Voilà. Donc cette fois-ci, ça fait du bruit parce que bien sûr, c'est notre pitbull américain qui lance ça, mais ça n'a rien de nouveau. D'ailleurs, il faut quand même savoir que en 1951, les Danois ont autorisé les Américains à avoir une base militaire, qui a eu d'ailleurs une perte d'une bombe atomique qui n'a jamais été retrouvée, entre parenthèses. Donc ils ont un pied en Alaska depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Ce ne serait qu'une régulation. Alors pourquoi il veut? Bah tout simplement parce que s'il y avait une guerre avec les Russes, la voie la plus courte pour envoyer un missile aux États-Unis, ce serait par le pôle Nord et l'Alaska. Donc c'est l'excuse qu'il donne. Il parle pas des terres rares de l'Alaska, des métaux précieux. Je pense que c'est une autre raison aussi, vu qu'il n'a pas pu avoir les terres rares en Ukraine, il se rabat sur l'Alaska. Et c'est connu, ces terres rares, depuis longtemps. On connaît la composition du Oui, oui, sous-sol, c'est on connaît connu. la richesse, et c'est gardé par les militaires, c'est ça?
Voilà, voilà. Oui, c'est les militaires qui sont sur place. Il a déjà des militaires sur place là-bas, un petit peu plus que les 12 que la France a envoyés. Ouais. Donc Et les Allemands ont envoyé 72 heures. Ils ont juste fait un aller-retour, puis dès qu'ils ont su que les droits de douane allaient augmenter de 200%, Merz a rappelé ses petits soldats. ouais. Et la France? Oh bah non. D'accord. On va parler d'autre chose parce que j'ai trop honte de mon pays actuellement avec le guignol qui nous dirige, donc on va parler d'autre chose. Il y a tout un tas de vidéos qui passent en short, comme on dit, sur l'intervention de Macron. Tu imagines un petit peu la honte, un peu, Ouais, mais c'est à chaque fois on se dit qu'il va pas pouvoir faire pire, mais si, il arrive à faire pire, à nous ridiculiser devant le monde entier. Il s'est fait baffer par Donald Trump, mais c'est lamentable. Moi, je serais sorti de la pièce. Quand Donald Trump il a parlé de ses lunettes, il a dit qu'il voulait jouer au gros dur. Enfin bon, c'est ouais, ouais. Puis il y a tout dire que un c'est tas de ça qui représente, ridicules ouais, ouais, avec. Ouais. dire que c'est ça qui représente la France. Franchement, c'est Alors, tu nous parles de l'Antarctique et de l'Arctique, mais tu parles aussi de toutes les civilisations englouties, les peuples d'Amérique venus de continents oui. submergés. Tu veux nous en dire quelques mots? Bah, oui, bien sûr, parce que on nous parle du futur, on nous fait des prédictions catastrophiques et on oublie le passé. Mais il y a eu 5 extinctions avant nous. On sera la sixième le jour où ça arrivera, donc ça n'a rien de nouveau. Tu as des continents qui ont disparu, d'autres qui sont apparus. Tu as le Soudaland qui a un autre nom, le continent mu. Il y a l'Atlantide. Enfin, je veux dire, ça bouge. Aujourd'hui, le Sahara, c'est désertique, mais avant, c'était un océan. Donc, faut que Oui, les gens apprennent un petit peu le passé. Je sais bien qu'on n'apprend plus rien à l'école. On leur apprend le minimum pour qu'ils acceptent ce qui est ce qu'on leur dit, ce qu'on leur annonce, mais qu'on leur donne pas l'envie de réfléchir par eux-mêmes, de savoir si ce qu'on leur dit est vrai ou pas. Voilà. Donc, effectivement, on arrive aujourd'hui des âneries, on dit n'importe quoi aux gens et ça marche. Quand tu vois un monsieur comme Fabrice Lucchini, qui est quand oui, même pas stupide, oui, qui est oui, capable de dire oui. dans une interview qu'il allait vendre sa maison dans l'île de Ré parce que dans 15 ans, il y aurait plus d'île de Ré, imagine ce qu'on peut mettre dans la tête d'un môme de 15 ans, alors. Tu vois? Imagine ce que pense l'acheteur de cette maison. Oui, ça, c'est autre chose. On voit la mentalité de l'individu, mais ça, c'est autre chose. Mais C'est bon, voilà, c'est n'importe quoi. On fait peur aux gens, on terrorise, mais depuis 5 ans, on est habitué à faire peur au peuple pour lui faire faire ce que l'on veut, pour qu'il accepte ce qu'on lui impose. Donc, ça fonctionne. Mais les gens ne le savent pas, mais dans les 29 000 dernières années, 9 fois, l'Europe a changé. Elle a été recouverte de chênes, et puis ça s'est transformé en toundra avec de la neige. Les changements ont lieu 9 mois, 9 fois en 29 000 ans. Donc, ça n'a rien d'extraordinaire ce qui arrive. C'est surtout pas dû à l'homme, parce que je voudrais sinon qu'on m'explique pourquoi en 1232, on pouvait traverser la Seine et le Rhin à pied, pareil au oui, Moyen Âge. Et si on me dit oui, mais les glaciers dans les Alpes, ils fondent, je dirais oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce que l'on trouve sous les glaciers qui fondent? Des des voies contre romaines. Parce à l'époque romaine, il y avait pas de glace à ce moment. Il y avait 2 degrés de plus d'ailleurs qu'aujourd'hui. Donc voilà. À l'époque médiévale, c'est pareil. Il faisait beaucoup plus chaud. Et puis après, il y a eu une période glaciaire. À l'époque de Louis XIV, l'eau se gelait dans les seaux à Versailles. Hein, faut le rappeler quand même. Hein. Et puis bon, bah ça s'est remonté un petit peu à partir de 1870. Alors ça tombe mal parce que ça tombe avec le début de l'ère industrielle en même temps. Alors tout de suite, on met ça sur le dos de l'homme. Mais bon, faut reconnaître que c'est quand même plus facile de taxer l'homme que de taxer le soleil. Mais on n'explique pas aux gens que le soleil, il bouge, que la Terre, elle tourne autour du soleil, mais pas, elle tourne pas comme un cercle, mais comme une ellipse. Donc il y a des fois
Il y a des fois, elle est beaucoup plus proche du Soleil que d'autres, et en plus, elle ne tourne pas droite, mais elle tourne comme une toupie. oui. Donc voilà, et puis le Soleil, il a plusieurs zones d'activité, la Terre aussi, période d'activité. Donc le tout mélange. Quand on a compris tout ça, vraiment l'homme ne fait rien, très peu d'influence. Enfin, même le conseiller climatique du président Obama, Kevin Conning, dont j'ai le livre et que je conseille à ceux qui sont intéressés, il le dit. Déjà, le titre du livre, c'est Climat, la part d'incertitude. Et puis, il le dit lui-même que la part de l'homme, elle n'est pas prouvée, quoi. Donc, on nous raconte des histoires, même Oui, les études du GIEC, enfin, surtout les études du GIEC sont truquées parce que le GIEC donne déjà sa conclusion, puis après, c'est aux scientifiques de faire un rapport qui corresponde aux conclusions. bah Euh, justement, quand les politiques disent la science dit qu'il faut faire ça, le public entend, vous n'avez pas le droit d'être en désaccord. oui, c'est ça. Et donc, C'est quelle différence fais-tu, et on la connaît, mais je voudrais te le faire dire, quelle différence fais-tu entre le consensus scientifique et le consensus politique? le consensus scientifique, ça Dans dépend les faits, des tout le monde est subventions. d'accord sur une. Ça dépend des subventions. Voilà. Tu peux voir que tous ceux qui disent la vérité. Je pense aux 2000 scientifiques qui ont signé une lettre, dont 3 prix Nobel, dont John Clauser, qui est quand même prix Nobel de physique 2022. Et depuis qu'il a signé cette lettre, qu'il a pris la parole pour dire qu'il n'y avait aucun risque climatique, bon, il est blacklisté, ses conférences ont été annulées, tout, voilà. Donc, on ne peut plus dire la vérité. Mais c'est même pas une question de dire la vérité, c'est qu'on ne peut même plus avoir une opinion différente. Après tout, on peut très bien avoir tort, mais on n'a pas le droit de le dire. Regarde ce qui s'est passé dernièrement. Enfin, ça s'est passé en 2023, mais ça a été jugé en 24 et le Conseil constitutionnel a refusé là en novembre. Il y a eu un économiste sur CNews qui était face à une climatologue et l'économiste a dit que ça n'avait rien à voir avec le réchauffement, le changement climatique n'avait rien à voir avec l'homme et CNews vient d'être condamné à 20 000 € Oui, 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 d'amende. oui, oui. Donc, alors là, déjà ça prouve que nous sommes dans un État totalitaire, quand même, hein. Mais c'est catastrophique. Et puis on fait peur aux gens sans leur expliquer. Les gens ne savent pas si tu veux. Et quand je dis les gens, je veux dire ceux qui s'occupent du sujet. Par exemple, aux États-Unis, tu as un sénateur qui est agriculteur en même temps, donc il connaît un peu la nature quand même. Et donc il a demandé une commission et il a invité les gens de l'EPA, c'est-à-dire les gens de l'Agence américaine de l'environnement, et il leur a posé la question, quel est le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère? Question simple pour ces gens-là quand même, hein. C'est ceux qui sont en charge de l'environnement aux États-Unis. C'est comme si on demandait à un médecin s'il sait prendre la tension. Eh ben, ils ont répondu 2, 3, 5, 7. Il y en a même un qui est monté à 8%. Donc là, il leur a dit, je vous arrête, c'est pas une vente aux enchères. J'ai mis le lien de la vidéo dans le livre parce que c'est trop drôle. On a les mêmes en France, hein. On a les mêmes bobos, hein. Tu leur donnes une feuille de chêne, une feuille de platane, ils sauront pas faire la différence. Ben, on a Et eu un donc, ministre de il leur a l'économie qui ne expliqué, savait pas à quoi il- correspondait un hectare, hein. voilà. Donc, il leur a expliqué, c'est pas 1%, c'est pas 0,5%. Il s'est même trompé. Il a dit c'est 0,4%. Non, en réalité, c'est 0,04%. Voilà. C'est Donc, peanuts, c'est alors, peanuts. qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent là? Qu'est-ce que ça veut dire 0,04? Le CO2 dans l'atmosphère, il représente 3 300 milliards de tonnes. Oh, c'est énorme, ça fait peur, ça. C'est, bon, alors 3 300 milliards, les Français, ils connaissent, hein, c'était l'endettement de la France à la fin du premier trimestre l'année dernière. Aujourd'hui, on est à 3 500. Et donc, c'est vrai que 3 300, c'est un chiffre qui fait peur. Mais ça veut dire quoi? Pour ceux qui nous écoutent. Ça veut rien dire, on ne sait pas. Donc, je vais essayer d'expliquer si je vous parle de Paris-Marseille. Ah, Oui, bah, tout de suite, cette on voit la j'aime carte de France, on voit Paris, on voit Marseille.
Alors, si Oui. on prend la petite boîte magique et qu'on lui demande combien il y a de kilomètres, elle nous répond que par la route, il y a 775 kilomètres. Alors, imaginez que ces 775 kilomètres, ce soit l'atmosphère. Et le CO2, c'est 0,04%. Alors, vous pouvez reprendre la petite machine pour faire le calcul. On arrive à 0,315. C'est-à-dire que le CO2 ne représente que 315 mètres sur 775 kilomètres d'atmosphère. Ouais. On voit l'importance du CO2 quand même. Alors, déjà, il y en a 60% qui sont dans les océans, dans les rivières. Et la France produit un 20 millième. Je vous laisse diviser les 315 mètres par 20 000. Même si on prend l'Europe, c'est un 2 millième. Même si on divise par deux, on arrive quand même dans les millimètres, hein. Donc, on pense que nous, petits Français, on va pouvoir faire changer la planète si on roule en voiture électrique et si on a des éoliennes, On en parlera de sincèrement. l'électrique. Si, Mais pour si on rester avec prend, le si on CO2, on en a si on besoin. prend si on prend 100 individus sur la planète, il y a même pas un Français. Il y a 0,85 Français. Ouais. Donc, je pense qu'il faut savoir raison garder et il faut surtout expliquer aux gens et leur donner les sources pour leur donner envie après de s'informer par eux-mêmes. Et donc, c'est ce que je fais dans le livre où il y a encore 4 ou 500 On dit qu'on produit notes de bas. 0,04% de CO2, mais dis-moi si je me trompe, s'il y en avait que 0,02%, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Il C'est y a ça? plus de vie sur Terre. À 0,02, la végétation s'arrête, donc il y a plus de culture, il y a plus d'animaux et il y a plus de nourriture et voilà. Ouais. Mais Mais tu sais bien, puisque tu connais le sujet, que c'est ce qu'ils veulent, la réduction de la population. Ils bien nous sûr, l'ont montré avec l'injection il y a 4 ans, 5 ans maintenant. C'était même sur un monument aux États-Unis, les Georgia Guidestone, où il était indiqué en 7 langues, ne soyez pas un cancer pour la Terre, il faut réduire la population à 500 millions d'habitants oui. mondiale, à 500 millions. Et d'ailleurs, en 78, il y a eu une conférence à l'hôtel Fairbank à San Francisco. Mm. Il y avait Bill Gates, il y avait Thatcher, il y avait Mikhail Gorbatchev. Et, et il était bien indiqué lors de cette conférence, il y avait Ted Turner, qu'il fallait réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. C'est écrit Et en je sais je plus rappelle combien qu'il y de a, langues, mais pas en français. c'était pas en français, c'était Voilà. même en hindi, mais pas en français. Et tout à l'heure, tu disais dans ta comparaison, bon, bah, il y a pas un Français dans le pourcentage, là, puisqu'il y a moins de. Et là, il y a Voilà. pas la langue française, donc Ce qui prouve notre importance. c'est impressionnant quand même. C'est Ben impressionnant. oui. Ils sont tellement déterminés à vouloir nous éliminer, malgré tout, que qui s'y mettent tout azimut. Tu sais que moi, j'ai un peu travaillé sur l'OMS et justement, on avait bien remarqué la première invitation de l'OMS à la première journée de la COP, c'était la COP 28, je crois. Et voilà, l'OMS intervient maintenant, enfin se sert du climat, les Oui. climatologues utilisent l'OMS aussi pour arriver à leur fin, enfin, ils font front commun. De toute façon, la question Et, climatique aux États-Unis est héréditaire, hein. et sais-tu qui est en charge à l'OMS de ces problèmes écologiques, environnementaux, justement? C'est Vanessa Kirry, C'est la fille d'Al Gore. celle de John. La fille d'Al Gore a été embauchée par l'OMS pour s'occuper de ça. Ah oui. Et la fille de John Kerry aussi, c'est elle qui a été nommée attachée Ah oui, aussi. à Oui, oui, Tedros elle Ghebreyesus. aussi. Oui, oui, bah, ils Elle est placent attachée tous leurs à enfants. lui que pour le climat, mais c'est pas du tout sa spécialité en plus. Voilà. Ça qui est étonnant. Euh, Abordons le chapitre de la voiture électrique, si tu veux Attends, bien. si tu le, Oui, si tu le permets, avant, je voudrais parler des autres risques que nous avons au-dessus de bien la sûr, tête ils sont nombreux. et, et dont on ne nous parle pas. Bon, moi Vas-y. ici, je suis à La Réunion, donc on a le volcan qui vient de péter, mais il est pas méchant notre volcan parce qu'il pète souvent, donc
ça fait une coulée de lave, c'est les touristes y vont et puis c'est pas méchant. Mais il y en a d'autres des volcans qui font parler d'eux. On a le Vésuve qui bouge beaucoup en ce moment. De temps en temps, la population est forcée d'évacuer, donc ils savent pas bien. Il y a 75 000 ans, il y a le volcan de Sumatra, la caldeira de la Tobé de Sumatra, qui a explosé et qui a fait baisser la température de 3 à 3,5 degrés pendant 3 ans. Mhm. Voilà. On a aujourd'hui Yellowstone qui bouge, le volcan de Yellowstone qui n'a pas explosé depuis 460 000 ans. Il faut savoir que si ce volcan explosait, on va être 4-5 ans sans voir le soleil. Si on voit pas le soleil, il y aura pas de culture, hein. On tourne Évidemment, en rond, là. évidemment. Voilà. Et puis On- Hawaï, il n'arrête pas d'exploser. voilà. Il y a la Cumbre Vieja de Las Palmas. Alors, ce volcan-là, s'il explose, parce que ça bouge souvent, si jamais il devait exploser, c'est toute la montagne qui va tomber dans l'océan Atlantique, qui va déclencher un tsunami avec une vague de 650 mètres au début, qui va traverser l'océan Atlantique en 7 heures et qui va rentrer. Alors, elle fera plus cette hauteur, elle aura baissé, mais quand même, elle aura une force qui lui permettra de rentrer dans les terres canadiennes, américaines, mexicaines, jusqu'à 20 kilomètres à l'intérieur. Donc, ça va être des millions de morts. Donc, franchement, on a des choses beaucoup plus dangereuses pour nous, la population, qui peuvent nous tomber sur la tête du jour au lendemain, sans parler des météorites d'ailleurs, euh, dont l'une a fait une extinction sur la Terre, qui fait partie des 5 extinctions qui se sont produites. Donc on a vraiment des choses beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus graves que cette histoire de CO2. Et tu vois Mais des moyens de se prémunir contre ces catastrophes naturelles? c'est vrai que si on fait peur à la population et qu'on lui impose des taxes à chaque fois qu'elle prend l'avion, qu'elle achète un téléphone portable, qu'elle achète un ordinateur ou une machine à laver, c'est plus facile quand même de faire payer la population plutôt que le soleil. Mais ce ne sont pas des vraies, des vraies précautions que l'on prend, puisqu'à chaque fois, ça se traduit par, comme tu viens de le dire, une taxe. Mais matériellement, physiquement, ça sert à quoi? Ça Ah, nous ça sert protège à quoi? comment? Ça Ah, nous écoute, protège comment? ça sert à ceux qui font ça, justement. Par exemple, Monsieur Al Gore, qui a été un excellent VRP pour faire peur aux gens. Donc, c'est l'ancien vice-président de Bill Clinton. Ça lui a permis de se construire une fortune de 330 millions de dollars, hein, quand même. Ça leur rapporte. Oui. Il y a ces échanges, tu sais, moi, je fais pas de CO2, je te vends mon quota et tout ça. Ah oui, Il y a c'est eu vrai des qu'en scandales. France, Il y a eu des scandales d'ailleurs en France. on pouvait échanger, mais en France, c'était ça. On vend, on vend des taxes, on vend l'autorisation d'eux, moyennant quoi Voilà, on se il y a eu des gros scandales là, avec ça. La France s'est fait avoir en beauté par 3 individus. On en est où, là, de cette escroquerie? Voilà. Donc, si tu veux, ça sert à ceux qui se mettent de l'argent plein les poches. Voilà. Ouais. Bon, Voilà ce à quoi ça sert. tous les prétextes sont bons. Oui, oui, oui. Et puis pour faire peur aux gens, comme ça, on les tient. Tu sais, j'ai eu la chance que mon ami Jean-Claude Bourret m'a fait une publicité sur le livre quand le livre est paru, parce qu'il avait lu le manuscrit et qu'il aimait beaucoup. Et dans la publicité, il explique que dans sa famille, il a des jeunes qui ne veulent pas faire d'enfants pour sauver la planète, quoi. Et comme disait Eric Orsola, il n'y a pas de phrase plus bête que sauver la planète, c'est l'humanité qu'il faut sauver. Ben oui, je l'avais gardée pour la conclusion, celle-là. Ah, on en trouvera une autre. Oui, 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 je te fais confiance. Je te fais Ah, confiance. Mais ce sont les mêmes qui confinaient papy, mamie dans la cuisine. c'est les mêmes, Voilà. c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes. C'est faire peur aux gens pour les contraindre. C'est la soumission, les obliger à se soumettre. Je rappelle quand même que pour ceux qui l'ont fait,
On nous a fait faire signer une autorisation de sortie pour aller acheter son pain ou promener le chien. Oui, oui, oui. On a été capable de faire ça. C'est, C'était une expérience pour voir jusqu'où ils pouvaient aller, mais je pense ils ont réalisé qu'ils allaient très loin, hein. Alors bon, Ben, moi j'ai une amie ici, elle partait le matin, elle faisait 6 attestations qui se suivaient dans les horaires, et tous les heures, elle en déchirait une, voilà, et elle se baladait toute la journée. Bon. Par évidemment. contre, ici, il y a des gens qui ont été se balader à Sillaos parce que c'est un endroit de balade formidable. Il y a les hélicoptères qui les ont chopés, hein, qui les surveillaient ah oui, oui, hein. Donc on était vraiment dans un état totalitaire. Ici, sur la plage, il y avait de la gendarmerie qui passait avec des haut-parleurs et qui disait aux gens de rentrer chez eux. Il faisait un temps magnifique à ce moment-là. Et qui disait aux gens de rentrer chez eux, où il fallait pas s'asseoir sur la plage, il fallait pas être Non, mais tu te statique, mais en mouvement. Moi, je revois cette photo qui est passée sur le net où c'était un couple avec un enfant, 3 personnes, et autour d'eux, ils avaient 15 flics, 15 policiers autour d'eux. Mais Et franchement, ce c'est qui est dramatique, c'est que, heureusement que c'était pas en Russie, parce que qu'est-ce qu'on aurait dit sur Poutine? ouais, mais ce qui est dramatique, c'est que ça révèle un aspect vraiment vil de la société qui est celui de la Oui. délation qu'on a connu Délation. pendant la guerre et qui s'est Tout à réveillé. fait. À mon avis, ça s'est réveillé à ce moment-là, au moment du confinement. Et là, maintenant, tu crois que les gens vont dénoncer celui qui garde une voiture diesel et qui n'a pas changé sa voiture électrique, parce qu'on a jusqu'à 2030 là, pour soi-disant. Non, non, ça marchera pas, ça. On va y venir à la voiture électrique, mais ça marchera pas. Mais oui, ça a réveillé la délation. Tu sais, moi, j'avais une chambre d'hôte. Et comme partout, il fallait être vacciné, moi, j'avais mis que la chambre, elle était réservée aux non-vaccinés. Eh bien, j'ai été dénoncé à la préfecture et un matin, j'ai 2 policiers qui sont arrivés à la grille et qui m'ont dit, vous avez été dénoncé et si vous laissez ça comme ça, vous allez avoir des problèmes. On vous conseille d'enlever l'annonce réservée aux non-vaccinés. Voilà, c'est la France. Alors, dans ton livre, avant de parler de la voiture électrique, tu parles du consensus, entre guillemets, sur le réchauffement climatique. Et tu cites tout Oui. un tas d'expressions probables, peu probables. Voilà, non, c'est peut-être pas là que tu. C'est-à-dire que cette affaire de consensus, elle est partie d'un mauvais tweet d'Obama. Oui, Voilà, les Australiens ont sorti un article basé sur 1239 études en disant que 97% de ces études montraient que le réchauffement était anthropique, donc dû à l'homme. Voilà. Et Obama a tweeté ça. C'était juste avant, en 2015, avant le sommet de Paris. Et donc, ça a été repris comme ça. Mais Monsieur Gervais a étudié et ces 1239 études, il les a regardées et c'est pas du tout ça parce que à l'arrivée, c'est 66,7% des études qui disent enfin, les scientifiques disent qu'il n'y a aucune corrélation entre l'homme et l'augmentation de CO2. Voilà. Donc, ça a été truqué dès le départ et, et ça a été présenté comme ça. alors, est-ce que tu peux nous parler du GIEC qui refuse tout débat? Monsieur Gérondeau qui vraiment s'attaque, il a écrit un livre, Les 12 mensonges du GIEC, je crois. Oui. Et puis, et puis le GIEC qui est accusé d'être un clone de l'ONU. Bah, Comme, c'est un bébé de l'ONU. oui, Et l'ONU, c'est un bébé des Rockefeller, comme je l'explique dans le oui. tome 2 de Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, hein. J'avais étudié tout ce qui dépendait de la pieuvre. Je l'appelle la pieuvre, l'ONU, parce que il faut bien quand même se rappeler ou savoir que tous les organismes qui nous causent des problèmes dépendent de l'ONU, que ce soit l'OMS, que ce soit le FMI, donc le GIEC, là.
les gentils idiots écologiques corrompus. Tous ces organismes dépendent de l'ONU. Et l'ONU, c'est le bébé c'est l'enfant des Rockefeller, puisqu'ils ont pris la Société des Nations à San Francisco et qu'ils l'ont déménagé à New York en offrant le terrain, en donnant 1 million de dollars pour la construction du bâtiment, ce que le général de Gaulle appelait le machin. Voilà, et c'est eux qui dirigent tout. Il faut savoir que tous les gens qui dirigent des entités de l'ONU, j'ai oublié l'UNSCER aussi, c'est important pour le nucléaire, sont des gens qui n'ont pas été élus. Un petit peu comme Madame von der Leyen qui n'a pas été élue et qui décide Ah oui, ce qu'elle veut pour 450 millions d'Européens. oui. Donc Oui, le GIEC, bien sûr, et j'y reviens, mais les scientifiques qui travaillent au GIEC, s'ils ne vont pas dans le sens du GIEC, eh ben ils n'ont pas les subventions ou ils partent, comme Monsieur Gérondeau qui est parti, et puis Monsieur Gervais qui est parti aussi. oui. Mais il n'y a pas Les un gens sont tenus par les subventions. S'ils ont besoin des subventions pour leurs travaux, pour leurs études, pour leurs recherches, eh ben, s'ils veulent les subventions, il faut qu'ils aillent dans le sens du GIEC. Mais oui, ce qui est très intéressant, parce que c'est moi, je comme m'intéresse depuis longtemps au sujet. oui, Avant les années 2000, tu allais sur le site de la NASA et tu découvrais que le changement climatique, le réchauffement climatique, c'était dû au Soleil, à la distance de la Terre et du Soleil. Et aujourd'hui, si tu y vas voir, alors ça a disparu et c'est anthropique. mais souvent, tu as le chic d'ailleurs, et bravo pour ça, dans toutes tes références, parce que je ne sais pas comment tu travailles, mais en fait, tu accumules un tas de dossiers, et souvent des dossiers que tu as enregistrés, et je me souviens pour ton livre, Ne leur pardonnez pas, je ne sais plus quel tome, mais ça a dû arriver dans tous, on va sur la référence Not Found. Voilà. C'était la référence sur le dépôt du brevet Covid-19. Donc, Exact. soi-disant, Oui, je me voilà. souviens. Donc, le nom, oui, mais ça, je l'ai trop donné en interview, donc tout le monde allait le prendre, allait Oui, le copier. on en a Et parlé dans une précédente émission aussi. voilà, c'était parce que officiellement, le mot Covid-19, co de coronavirus, V de virus, D de disease, maladie, et 19 c'est l'année, Oui, ça a été inventé par Tedros Ghebreyesus, donc le directeur de l'OMS, en janvier ou février 2020. Et moi, j'avais trouvé un brevet Covid-19 déposé le 13 octobre 2015 par un certain Richard Rothschild. Et oui. donc, j'avais mis le numéro, justement. Et on tapait le numéro sur Google et on arrivait, et là, on s'apercevait de ce que c'était, ce brevet. Et on comprenait mieux après pourquoi, pendant qu'on était confinés, en France, on a installé 60 000 antennes 5G. Par exemple. Alors, Voilà, pour est-ce que tu que veux ça parler de puisse la voiture fonctionner électrique? avec le graphène que les gens ont reçu par l'injection. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux qu'on aborde la voiture électrique ou c'est trop tôt? Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, 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 bien sûr. Je trouve que c'est le pire chapitre du Bah livre. oui, et tu finis par ça d'ailleurs, parce que c'est vraiment très, très important. Alors, la voiture électrique et la transition verte. euh, Alors, non, mais il faut préciser avant tout que c'est pour sauver la planète. C'est pour oui, notre bien et c'est pour sauver la planète. c'est vrai, C'est, c'est vrai. c'est très, Mais, très important. mais ce qu'on va Partant de là, on va expliquer. On va expliquer, tu vas expliquer que c'est un outil de contrôle social, que la pollution de production est plus importante que celle des voitures thermiques. Tu vas nous expliquer que l'impact humain, les impacts humains et sociaux de l'extraction des matériaux sont, enfin, quels sont-ils? Que le matériel est impossible à produire en grande échelle. Qu'est-ce que tu vas nous dire encore? Que la transition verte est utilisée comme prétexte pour des taxes, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, et des restrictions, ça va avec les taxes, et la critique de l'idéologie net zéro et de la dépopulation. On t'écoute sur ce sujet. Donc la production de voitures électriques plus polluante que celle des thermiques, vrai ou faux? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que quand tu parlais de la voiture pour 2030, non, c'est absolument impossible.
Absolument impossible. Alors, pourquoi? Alors, on y va. On va commencer par les quatre types de véhicules déjà, parce qu'on a notre véhicule thermique actuel qui a 20 kilos de cuivre. Il y a l'hybride léger qui a le double, 40 kilos. Il y a l'hybride rechargeable qui passe, lui, à 60 kilos. Et puis, on a la voiture totalement électrique qui, elle, est à 80 kilos de cuivre. Mais pour ces voitures-là, pour les recharger, bien sûr, il faut des bornes. Et les bornes, c'est 100 kilos de cuivre. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qu'il faut pour créer pour réaliser une batterie. Alors moi, j'ai pris le modèle de la batterie Tesla, le modèle Y. Voilà. Pardon, je peux faire une aparté parce que le cuivre, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait tout un trafic de gens qui recherchent des cuivres dans les ferrailleries, que le Oui, cuivre est volé, c'est un oui, matériau. oui. En France, oui, il y a des vols de cuivre, oui. Bon, pardon, je te laisse continuer. On va pas, on va dire pas plus loin, mais enfin, ils sont ciblés quand même, hein, ceux qui volent le cuivre. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour construire une batterie, il faut déplacer 250 tonnes de croûte terrestre. Alors, dans une batterie, la Tesla, la fameuse, là, pour les 12 kilos de lithium, il faut 12 tonnes de Oui, saumure. Pour 15 kilos de cobalt, il faut 15 tonnes de minerai. Pour 30 kilos de nickel, il faut 3 tonnes de minerai. Pour 100 kilos de cuivre, 100 kilos de cuivre, il faut 12 tonnes de minerai. Voilà. Sans oublier les 22 kilos de manganèse, les 50 kilos de graphite et les 200 kilos d'aluminium, d'acier et de plastique. Alors, le qui va lithium. chercher tout ça? Oui, vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y. Je dis qui va chercher tout ça et où? Voilà. Alors, le lithium, c'est dans les salières, hein. Il y a dans les salars d'Acantama, par exemple, en Argentine, au Chili. Il y en a aussi en Australie. Il faut savoir que pour avoir 1 tonne de lithium au Chili, il faut utiliser 2 millions de litres d'eau. Au Chili, en Argentine, dans ces salas, c'est des endroits où, justement où il manque l'eau. Donc les villages aux alentours manquent d'eau, n'ont plus d'eau. J'ai mis d'ailleurs dans le livre là, une vidéo, enfin les notes pour que les gens puissent aller voir la vidéo, des gens qui expliquent leur vie depuis que ces mines sont en exploitation. Le cobalt, c'est au Congo. 80% du cobalt dans le monde se trouve au Congo. Au Congo. Qui va chercher le cobalt? Ce sont des enfants de 12 à 14 ans. Donc moi, c'est ce que j'appelle de l'esclavage. Mais bon, les bobos verts nous diront c'est pas grave, c'est pour sauver la planète. Oui. J'ai mis les gens vont pouvoir télécharger le rapport de l'ONU qui explique que c'est 40 000 enfants qui descendent tous les jours dans les mines et qui sont payés 1 à 2 dollars par jour. Ça, si c'est pas de l'exploitation humaine, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est pas grave, c'est pour faire des batteries Quelle est électriques. l'espérance de vie de ces enfants? Comment? L'espérance de vie de ces enfants? Je ne sais pas. Je l'ai pas vu dans le rapport, mais enfin, ça doit pas aller très loin, ça, à mon avis. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Ah, le nickel. Le nickel, c'est en Indonésie. Alors, pour le nickel, on déboise, on arrache les forêts, on travaille à l'acide, les fleuves sont contaminés à l'acide, les eaux sont contaminées, les gens sont malades, il faut déplacer les gens sont malades, etc., etc. Donc, quand on voit tous ces désastres pour faire des voitures électriques, c'est vraiment affolant quand on dit que c'est pour sauver la planète quand même. Et alors, les prédictions que tu donnais pour 2030 ou 2040 sont faramineuses. C'est absolument impossible, puisque, par exemple, pour d'ici 2040, si on suit ce qu'ils veulent faire, il faudrait 904 000 tonnes de lithium par an, alors qu'actuellement, enfin actuellement, en 2020, donc il y a 5 ans, on en extrayait 22 000 tonnes.
Et il faudrait passer, c'est-à-dire multiplier par 41. C'est absolument impossible. C'est pareil pour les autres, pour le cobalt, il faudrait le multiplier par 20. Donc c'est absolument impossible. Et puis on a une ingénieure, Aurore Stéphane, qui explique que il y a rien de pire que les mines, qu'on ne peut pas après nettoyer, arranger. Elle explique qu'il y a des mines de l'époque romaine qui continuent à polluer aujourd'hui. Voilà. Donc, quand on voit tout ce qu'ils veulent faire, c'est grave, c'est absolument impossible, quoi. C'est alors bon, nous on veut nous faire rouler en voiture électrique. Bon, Madame von der Leyen, elle a quand même une Audi A8, 450 chevaux, hein. Et je me rappelle quand j'ai fait le tome 2, j'avais fait un article sur Davos et le chauffeur de Oui. Davos avait été interviewé et pourquoi les voitures sont pas électriques et il avait dit ah bah non, peut pas transporter ces gens-là dans des voitures électriques quand même. Et comment se déplacent-ils pour aller à Davos? En avion privé. Tous. Ils sont tous en avion privé. Et Alors, ceux, encore, on oui, passe sur les frais d'hôtel, sur les frais de call girl qui peuvent monter à 5 000 € la nuit quand même. Faut se renseigner sur ce qui se passe, sur ce qui se passe à Davos, hein. Avec signature de contrat de confidentialité pour les call girls et les call boys. Non, c'est alors, intéressant de se pencher sur Davos. très. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui sont pas d'accord avec toi et qui te disent que ce problème, justement, posé par l'extraction des matériaux n'est pas unique aux véhicules électriques, que l'extraction pétrolière, charbonnière et gazière pour les véhicules thermiques a aussi des impacts considérables. Oui, alors déjà, je leur dis qu'ils ont tout à fait le droit d'être pas d'accord avec moi, parce que moi, je suis démocrate, donc ils ont absolument le droit. Est-ce que, Mais par contre, je peux leur demander ce qui va se passer et leur expliquer le jour où on va supprimer toutes ces énergies fossiles. ben oui, Alors déjà, il faut savoir, Kevin Kooning l'explique que de toute façon, le CO2, c'est pas un gaz vapeur, hein, et qui va pas partir en 2 jours. Il est là depuis des millions d'années et il va continuer à rester, à augmenter, hein. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, qu'est-ce que l'on va faire le jour où on va décider, on arrête? Parce que je l'ai mis dans le livre, parce que oui, j'ai trouvé l'étude de deux personnages très intéressants. Il y a un monsieur qui s'appelle John Lomborg et je vais lire qui c'est parce que les deux, il faut que je donne leur CV quand même, hein. oui, vas-y, Lomborg donc est un statisticien danois, professeur à la Copenhagen Business School, ancien directeur de l'Environmental Assessment Institute à Copenhague. Il a acquis une renommée internationale pour son livre polémique L'écologie sceptique. Et puis ensuite, Neil Record, qui est un homme d'affaires, auteur et économiste britannique qui a fondé Record Currency Management. Voilà. Et ces deux personnes se sont penchées sur le problème britannique, mais bon, c'est bon pour tous les pays. bien On sûr. arrête tout. On arrête tout. Voilà. Alors, le premier jour, c'est la fin de l'extraction du charbon. On arrête le gaz, on arrête le pétrole. Voilà. Il explique que les stocks de gaz en surface sont pas très énormes, 15 jours, 3 semaines maximum. Donc, au bout de 15 jours, 3 semaines, il n'y a plus de gaz. Donc, tout le monde se reporte sur l'électricité. Le problème, c'est que l'électricité, en Grande-Bretagne, elle est fournie par le gaz aussi. Elle est Oui, transmisée par le gaz. Voilà. Il explique que 21 millions de foyers, c'est-à-dire 74% de la population, seraient privés de chauffage, d'eau chaude, d'équipements de cuisine, etc. Voilà. Ensuite, sans électricité, à partir du moment où on n'a plus d'électricité, il n'y a plus de communication, il n'y a plus de téléphone, hein, il n'y a plus de télévision, il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus de chauffage. Les personnes vulnérables commencent à mourir, les hôpitaux n'ont plus de combustible pour les générateurs. Voilà. On arrive au jour 25. Au jour 25, et il écrit, je suis probablement généreux avec le timing, le diesel, l'essence seront probablement épuisés.
Cela signifie que la distribution alimentaire échouera, que la population, dont la plupart dépend entièrement de la nourriture achetée, commencerait à mourir de faim. Il explique que seuls les gens à la campagne qui peuvent cultiver pourront continuer à vivre. On arrive au jour 50. En milieu urbain, de nombreuses personnes seraient au bord de la mort par inhalation. Et dans les 50 jours suivants, la fin de l'approvisionnement en combustibles fossiles, l'ordre public sera totalement rompu et je soupçonne que des conflits, des massacres auront lieu. Ça me paraît évident. Au 100e jour, 3 mois seulement après l'arrêt du pétrole, j'estime qu'environ la moitié de la population mondiale, c'est-à-dire 4 milliards de personnes, serait morte. Les premiers à mourir seraient les pauvres des villes, puis les classes moyennes et supérieures, parce que l'argent et le statut social est devenant totalement insignifiant dans ce cas-là. Voilà. Les survivants seraient en grande partie ruraux, capables de vivre de l'agriculture locale, de vivre de réserves alimentaires en diminution, et l'accès à la nourriture et l'eau potable pour les citadins serait quasiment impossible, car tous les circuits de distribution alimentaire habituels seraient hors service. Voilà. Et au jour 365, c'est-à-dire un an après, Un an, il oui. rajoute que, il rajoute que peut-être 2 milliards de personnes supplémentaires seraient mortes de faim, de froid. C'est réjouissant. Mais si on réfléchit à toute l'étude, bon, il y a dans le livre, elle est là, j'ai lu un petit peu, mais elle est beaucoup plus détaillée dans le livre. Si on réfléchit, oui, c'est bien, elle est bien faite l'étude. Ils apportent les preuves et tout, oui, effectivement. Si on supprime tout ça, c'est pas les éoliennes, les panneaux voltaïques qui vont nous sauver la vie, hein. Alors, il y a un internaute qui posait la question, comment on sort de tout ça? Comment Comment on on peut en sortir sort de tout ça? de cette situation? Oh, mon pauvre, comment on sort de Macron aussi? Il y a personne, il y a jamais eu un président autant haï en France, je pense, et on le garde. Donc, tant qu'on aura à manger dans notre assiette, je pense qu'on acceptera tout ce qu'ils nous font. Voilà. Donc, c'est quand on pense que les Français ont été capables de faire la révolution, de guillotiner un roi, qui était un très bon roi d'ailleurs, malgré tout ce qu'on nous a raconté depuis, ou faire même de faire mai 68. C'est vrai que mai 68, ça a été organisé par la CIA, hein. C'était la première révolution étudiantine organisée par la CIA. Il fallait se débarrasser du général de Gaulle qui avait viré les Américains de France et qui avait fait le nouveau franc qui supplantait le dollar. Donc, il fallait s'en débarrasser. Mais comment Alors, on peut se défaire de tout ça? Je sais pas. Je peux même pas vous dire, il faudrait bien voter parce que comme disait Coluche, si voter à quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit. Donc, ouais. Pour en venir aux voitures électriques et pour s'inscrire contre, un autre argument, c'est que elles ne sont pas réellement moins polluantes si l'électricité vient du charbon. C'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. oui, bien sûr. Ben, c'est pareil pour les éoliennes, ce que je suis en train de d'écrire actuellement pour le tome 2. Toutes ces Oui. voitures électriques qui sont fabriquées en Chine, oui, sont fabriquées avec le charbon, bien sûr. C'est Et pour ça que les, tu as le directeur le patron de Volvo, le patron de Audi, qui disent que les voitures électriques produisent 70% de plus. Ils sont trois patrons de voitures automobiles à déclarer, et ça doit être vrai puisqu'ils ont le même chiffre tous les trois, qu'elles produisent 70% de CO2 en plus par rapport aux autres. Et puis, c'est il faut énorme. savoir que ce sont des voitures qui Mm. polluent. Par exemple, une voiture électrique, comme elle est très lourde, elle use beaucoup plus les pneus, elle use beaucoup plus les freins, ce qui fait qu'elle pollue 1850 fois plus qu'une Oui, voiture thermique actuelle avec les pots d'échappement qu'on a actuellement. oui, c'est-à-dire que les arguments qu'ils emploient pour vanter les bénéfices de la voiture électrique sont Il n'y a pas de biaisés. bénéfice. Ils sont, Il y a pas de bénéfice. Je pense que les gens de la région parisienne, il y a 15 jours, ils ont dû voir ce qu'ils faisaient avec leur voiture électrique quand ils étaient bloqués dans la neige. bah Voilà. oui. Et puis, on n'a pas parlé des incendies, hein. Ces voitures, elles sont interdites dans les sous-sols, dans les parkings en sous-sol. Elles Dans les sont interdites ferries, dans les bateaux pour aller en Corse. Si tu veux prendre le ferry pour aller en Corse, il faut que la batterie, elle soit pratiquement à zéro.
Quand elles prennent feu, on peut pas les éteindre. D'ailleurs, j'ai un pompier qui m'a dit, on a ordre on peut pas faire. Donc, on laisse brûler. Il y a deux cargos qui ont brûlé, des cargos qui venaient de Chine, remplis de voitures électriques, qui ont brûlé. Voilà, donc en dégageant encore des bonnes choses, certainement, dans l'atmosphère pour la planète. Non, ils font vraiment tout l'inverse de ce qu'il faudrait pour sauver la planète, quoi. Bon, je Alors, sais de pas toute si on leur a façon, appris à l'école, mais les arbres captent le CO2 hein, pour renvoyer de l'oxygène. Petite chose, mais apparemment, ils ont pas l'air de savoir ça. Ils font l'inverse. Ils coupent, ils déboisent. c'est ce qu'on apprend en primaire, hein. Ils devraient s'en Voilà. souvenir. Bah, ils déboisent à hauteur de 4 terrains de football par minute, quand même, dans le monde. Et il des boîtes, mais il y a aussi ces matériaux rares qui sont utilisés pour les batteries, qui sont beaucoup trop nombreux en- pour être généralisés. Alors là, beaucoup sont en Chine. Oui, Beaucoup sont en Chine, ce qui pose des problèmes à Donald Trump avec ses augmentations de taxes d'importation, justement, puisque les Chinois ont dit, bon, ben, on va arrêter d'exporter. Alors, ils ont besoin de ça pour tout, enfin, tous les pays ont besoin de ces matériaux. C'est pour ça que le Groenland l'intéresse, parce qu'il en a. Donc, mais il y a un autre argument contre, c'est que les batteries électriques sont difficiles à recycler et elles sont dangereuses à la fin de leur vie. voilà, dangereuse, difficile à recycler. Il n'y a pas que oui, pas que la batterie, c'est la voiture. Une voiture électrique qui a un petit accident, elle part à la casse. En Grande-Bretagne, j'ai mis dans le livre, les compagnies d'assurance ont triplé les assurances des voitures électriques, tellement ça leur coûte cher. Le moindre accident, la voiture n'est pas réparable. Mais Et bien sûr, donc que font les, que font les constructeurs? Qu'est-ce qu'ils disent les constructeurs de voitures qui se mettent à fabriquer des voitures électriques? Tu non, en non, sais? les constructeurs, ils arrêtent les voitures électriques. Tu en as qui avaient promis de faire du 100% électrique, Volvo, entre autres, et c'est fini. Ils arrêtent. C'est pas possible. Et puis, surtout les constructeurs en Europe, l'industrie automobile en Europe n'a jamais connu une crise comme elle a aujourd'hui. Les grandes sociétés licencient, à tour de bras. Et ils licencient, si tu veux, les employés dans les industries automobiles, mais ça se répercute chez les sous-traitants, bien sûr. Donc, c'est vraiment catastrophique. Je lisais encore aujourd'hui, il y a 243 000 employés en Europe qui sont sur la sellette. C'est énorme. Et tu Et tu as parlais, Volkswagen a délocalisé aux États-Unis. ah oui. Et tu parlais aussi des agences de location de voitures Oui, qui arrivent, euh, qui pratiquent des prix attractifs pour fourguer leurs voilà. voitures. Alors, ils pratiquent des prix attractifs et ils les revendent au bout d'un an. Donc, c'est ce que voulait Van der Leyen. Et c'est dit, s'ils les revendent au bout d'un an, à un prix intéressant, les gens vont se jeter dessus. Eh ben oui, mais premièrement, ça marche pas. D'abord, ils arrivent plus à les louer, ces voitures-là, parce que les gens se font chier à la recharger et tout ça. Et puis, eh ben, les voitures de location ne se revendent pas. Donc, tu as Hertz qui avait passé une commande de 150 000 et de 100 000 voitures et 150 000 chez Ford et qui a annulé la deuxième commande de 150 000 parce qu'il sait déjà pas quoi faire de ces 100 000 voitures en Europe. Voilà. Et il y en a un autre aussi, il y a une autre compagnie, pareil, qui a annulé la commande. Donc c'était formidable et puis bah aujourd'hui et puis il faut bien reconnaître que même les Chinois ils les vendent plus comme ça leurs voitures électriques. Alors ils les envoient en Europe et tu as deux ports, il y a Anvers et puis un autre, peut-être Rotterdam, je crois, où il y a des cimetières de voitures toutes neuves, elles sont blanches d'ailleurs, elles sont voilà, qui s'entassent parce que bah, ils n'arrivent pas à les vendre. Donc on a pollué la planète pour rien parce que les voitures sont là et puis qu'est-ce qu'on va en faire? Bah Au prétexte de la sauver.
Et puis le dernier Voilà. argument que j'ai trouvé contre, Attends, on a oublié une chose sur la voiture électrique, une la chose qui durée est de très vie. importante. Une chose Oui, qui est très importante, tu as abordé un peu le sujet tout à l'heure, c'est que ces voitures, elles peuvent être télécommandées, programmées de l'extérieur. C'est-à-dire que, et oui, imaginez un mec comme moi qui écrit des livres qui dérangent le gouvernement, pas forcément celui-là, mais les précédents, eh ben, on peut me bloquer. Je suis sur la route, on peut me bloquer. Quand vous allez avoir un confinement ou quand vous allez être avec les small cities, là, que vous pourrez pas dépasser 5 kilomètres de votre domicile, eh ben, si vous dépassez de 5 kilomètres et que vous voulez prendre de l'essence, même ça ira mieux. Au bout de 5 kilomètres, la voiture s'arrêtera, vous pourrez pas la redémarrer, quoi. Ils vont idem pouvoir sur la la contrôler santé. totalement. Ils vont écouter tout ce que vous dites dans la voiture. Ça, bon, ils le font déjà avec le téléphone portable, de toute façon. Alors les gens disent, c'est pas grave, moi j'ai rien à cacher. Oui, oui. Vous Oh, allez voir le jour où ça va être. C'est prêt. Toutes ces voitures électriques, elles peuvent être stoppées, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. tu es pas à jour de tes cotisations, qui arrêtaient net. Voilà. Par exemple. Mais Non, mais il faut tout dire. Il y a d'autres choses importantes dans ce chapitre. Moi, je trouve que c'est le chapitre le plus terrible du livre parce que c'est quand on voit comment on nous vante la voiture électrique et en réalité, quand on décortique et qu'on regarde ce que c'est réellement, c'est bah, et au final, sur toute la durée de vie de la voiture, elles sont pas meilleures que les voitures thermiques. non, non, elles sont pas meilleures, mais elles n'ont pas une vie aussi longue que les voitures thermiques. C'est ça, surtout des voitures thermiques, elles peuvent faire 30 ans il y a des voitures qui ont 30 ans, il y a même plus, hein. Moi, quand je vais en course, je vois, il y en a un, il roule avec une 2 chevaux, il y a une traction aussi, ici. Ça roule toujours, hein. C'est costaud, ces choses-là. Non, les voitures électriques, non, elles vont pas tenir longtemps. On leur a Et pas mis plus et qu'il comme je le est. disais, au moindre pète, au moindre accroc, bah, c'est à la casse. C'est effrayant, ça. Parce Et que d'ailleurs, qu'on va j'ai mis une faire, étude Jean-Michel, qu'est-ce qu'on va faire de ces cimetières de voitures à la casse et de toutes ces qui batteries pollue, qui sont pas qui utilisées? pollue. Qu'est-ce qu'on en fait? Elles Et sont stockées où? voilà. Ben, on va faire comme les pales des éoliennes. On va faire des cimetières. On va laisser des gros trous puis on va les enterrer. C'est ce qu'ils font avec les pales d'éoliennes qui sont pas recyclables. Et on continue à implanter des éoliennes, mais ça sera dans un prochain ouvrage que C'est le nous prochain. enregistrerons. C'est le prochain livre. Non, mais c'est effrayant si tu veux, euh, qu'à l'époque, à notre époque où on a vraiment de quoi s'informer, on a toutes les possibilités pour s'informer et que les gens se laissent bidonner comme ça. Je vois quand j'ai fait l'interview avec mon ami Maître Carlo Brusa Oui, et qui a une voiture électrique, il était effaré, il savait pas, il m'a dit ah ben je vais la revendre, j'en veux plus. Mais si les gens savaient vraiment comment est fait leur voiture, s'ils savaient qu'il y avait des mômes de 12, 14 ans qui descendent, qui passent leur journée dans les mines pour le cobalt, qu'il y en a d'autres qui sont empoisonnés, malades pour le nickel, qu'il y en a d'autres qui manquent d'eau, qui sont forcés de quitter leur village parce qu'il n'y a plus d'eau pour le lithium et tout. Si les gens pensaient un peu à tout ça, peut-être que leur marché de voitures électriques s'effondrerait complètement. Il s'effondre, hein. Même Tesla a vendu moins de voitures électriques l'année dernière, hein. Toutes les sociétés ont un chiffre d'affaires qui a baissé sur la voiture électrique. À part une, je sais plus laquelle. Mais il y en a une, elle est dans le livre, elle a pas baissé. Mais même Tesla, qui est un précurseur dans le domaine, a baissé ses ventes. alors ce livre magnifique, on peut le trouver où, Jean-Michel? Puisqu'il Ben, est en alors auto-édition. oui, je suis en auto-édition, donc chez l'éditeur BOD, Oui, librairie BOD sur Internet, librairie BOD, voilà. Et puis sinon, la Fnac, puisque j'étais meilleure vente dans la série Climat à la Fnac, j'ai vu ça, j'étais assez fier. bravo, Et bravo. puis, Chez non, tous sur les bons, Amazon, pardon, pas à la Fnac, sur Amazon, j'étais meilleure vente. chez tous Best-seller, les bons voilà. libraires, chez tous les bons libraires. Voilà. Ils se Oui, débrouillent, chez tous les bons libraires, bien sûr. formidable. Mais
tout ce discours sur le climat, c'est pas honnête, parce que quand on essaie de nous faire peur et de nous faire croire à des catastrophes comme ça ferme le débat démocratique, ça justifie l'autoritarisme, ça provoque la sidération, comme avec le virus, là, les injections, sidération de la pensée, et ça polarise les climato-sceptiques contre les climato-anxieux, etc. Et c'est pas honnête, parce que dire il faut agir sans dire sur quoi on renonce, c'est malhonnête. Et puis surtout, ça divise les gens. Ben oui, Parce que depuis 5 ans, on a quand même un président qui aime bien diviser les gens, les familles, tout c'est le ça, but, hein. c'est le Mettre but. grand-père, grand-mère dans la cuisine pour le réveillon de Noël, par exemple. Comment des hommes politiques peuvent oser sortir de telles paroles? C'est ahurissant, quoi. On va conclure sur ce que j'avais prévu pour la fin que tu as dit dès le début, mais laisse-moi la répéter parce que j'aime trop cette phrase et puis je te donnerai la parole pour finir. C'est Éric Orsena qui dit « Il y a peu de phrases plus bêtes que « il faut sauver la planète, il faut sauver l'espèce humaine ». Je te laisse le dernier mot, Jean-Michel. Ben, je vais en donner deux, moi, alors, Oui, si tu vas-y, permets. Abraham absolument, Lincoln, on peut tromper tout le monde pendant un certain temps, et certains toujours, mais on ne peut pas tromper tout le monde éternellement. c'est vrai. Et puis une deuxième que j'aime beaucoup, une erreur n'est pas une vérité parce qu'elle est répétée par beaucoup de personnes, tout comme une vérité n'est pas fausse parce qu'elle est émise par un seul individu. Mahatma Gandhi. Bravo, bravo, bravo. Alors, Merci à toi, Jackie, et merci à tous rendez-vous ceux qui nous ont regardés. rendez-vous pour le tome 2 dans une prochaine émission. Et en Voilà. attendant, vraiment, vraiment, j'invite tous nos amis internautes à se procurer ce livre parce que on en apprend toujours et vraiment, tout est important, mais le début et la fin, indispensables. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Chers amis internautes, bonsoir et à la semaine prochaine.